Moi, la façon dont je fais les choses, c'est que j'essaye d'expliquer à tout le monde au maximum la stratégie. Parce que quand vous avez des très bonnes... Alors ça, un élément très sur la confiance. Quand vous avez des bonnes équipes, que les gens sont puissants, il faut leur expliquer la stratégie, ils l'exécutent très bien. Vous n'avez pas à rentrer dans le micromanagement. Vous voyez, quand l'entreprise est petite, le patron micromanage. Quand l'entreprise prend une certaine taille, c'est plus possible de micromanager. Donc à ce moment-là, il faut faire confiance à des grands patrons pour appliquer la stratégie pays par pays. Mais ils l'appliqueront d'autant mieux qu'ils ont très bien compris. Alors au plus fond, par rapport à la stratégie, il y avait une chose plus importante, c'est que les Essiloriens voulaient être leaders mondiaux. Les Essiloriens, c'est des gens normaux, comme vous et moi, et ils avaient un truc très intéressant, c'est qu'ils voulaient que leur métier, ils soient leaders du monde. Et donc, toute l'entreprise aspirait au leadership mondial. Donc, dès qu'on demandait à une famille de partir avec femme et enfants pour s'installer dans la jungle thaïlandaise ou philippine, les gars y allaient parce que c'était l'ambition du leadership mondial et qu'ils savaient qu'on ne peut pas être leader mondial en restant tout le temps chez soi. Donc, idéaliser une société, chaque pays, vous apprenez à résoudre un problème et d'un seul coup, vous basculez ce savoir-faire sur tout le monde. Donc le monde entier avance. Dès que vous dégrossissez un pays, vous trouvez des trucs que vous mettez sur le monde entier. Parce que le stock market, ils aiment bien les pure players. Ils aiment bien les sociétés qui sont monoproduits, mondiales, avec des histoires simples, séparées. Ils aiment bien ça. Hein. Et dans les gènes d'Essilor, vous avez le leadership mondial, le métier d'optique, et vous avez évidemment l'actionnariat salarié. Et donc il y a un grand consensus pour faire ce qu'il faut pour rester en contrôle de notre destinée. Donc c'est un élément qui joue. Alors pourquoi ça joue beaucoup? Parce que quand une entreprise est possédée par les salariés, et ça je pense que ça va vous amuser nos amis de Mazars, c'est que ça change tout. C'est-à-dire que ça change tout parce que chaque employé, il est chez lui. Il a son mot à dire, il peut envoyer un administrateur, vous voyez. Et c'est excellent pour le management parce que quand il y a un effort à demander, les gens comprennent tout de suite, c'est leur affaire, vous voyez. Et donc ça crée une relation beaucoup plus intime entre le management et l'employé. Comme je vous le disais, on avait eu la période travail, coopérative ouvrière, métier, Metnaz, champion du monde, Fontanet-Alfroy, Hubert bienfaiteur. Parce qu'en fait, Hubert dit, attendez, il y a encore 1,5 milliard d'habitants à équiper, il est sous-équipé. Quand vous commencez à équiper un pays en développement, vous accélérez le développement, on a le devoir d'aider chacun à bien voir, et donc il a gardé le travail, le métier de champion, il a rajouté la couche bienfaiteur, vous voyez. Donc ça colle très très bien avec le sentiment actuel, et ça vous redonne 20 ans de croissance. Le calcul est super simple, hein, parce que vous connaissez la marge brute de l'entreprise. Donc si vous manque 5%, eh ben vous prenez 5% de chiffre d'affaires qui vous manque par la marge brute, et ça, il faut le regagner en coût. Hein. Et donc, à ce moment-là, on va dire, bah, écoutez, on va rater le truc de 200 millions, par exemple, ou 150 millions. Bon. À ce moment-là, on dit, bah, écoutez, 150 millions, l'Amérique va nous en passer 50, la production 30, l'Europe 20, l'Asie 10, les instruments, oui. Eh bien, je vous jure qu'on envoyait... Alors, la décision, elle se prenait extrêmement vite. C'était, au bout d'une heure, on savait ce qu'il fallait faire, et on envoyait un mail à tous les patrons, en disant, écoute, on te demande ça, on demande ça, on demande ça. La réponse, c'était dans le quart d'heure. Je sais que beaucoup de gens qui ont observé Essilor ont dit c'est stupéfiant, cette réactivité, elle est stupéfiante parce que les gens sont tous actionnaires. Les acquisitions que nous faisons, c'est des gens qu'on connaît très très bien. Hein. Déjà, il y a beaucoup de sociétés qu'on n'achètera jamais parce qu'on sait qu'elles n'ont pas la culture. Hein. Donc déjà, on est assez sélectif dans les gens qu'on achète, hein, ou avec lesquels on fait des joint ventures. Ça, c'est la première idée, très importante. Alors on achète en général des sociétés rentables pour garder les gens, hein, c'est clair et net. On n'a pratiquement jamais fait de retournement de société. Donc on prend toujours des gens rentables, on achète bien, et on dit vous continuez avec nous. Hein. Donc ça, c'est un petit peu un deal qu'il y a au départ. Hein. Je ne dis pas que c'est dans tous les cas, mais c'est quand même la règle générale. Et d'ailleurs, des éléments qu'on a eus, c'est qu'on n'achète pas 100%. On achète 60, 70. Et on dit, on fait 5 ans
comme ça, et dans 5 ans, on vous rachètera les 30 restants. Hein. D'ailleurs, les gens, en général, ils ne veulent pas racheter. D'ailleurs, ils sont ravis de garder leur argent, ce qui fait qu'on n'a pas toujours allé à 100%. Donc, c'est ça qui est un petit peu la règle. L'autre idée fondamentale qu'on a, c'est que quand quelqu'un a réussi, en concurrence avec Essilor, à faire de l'argent, c'est qu'ils sont excellents. On va même dire qu'ils sont meilleurs que nous, parce qu'ils étaient seuls. Alors que nous, il y a la masse. Vous voyez. Et donc, en fait, quand les gens rentrent chez Essilor, ils se rendent compte qu'on les respecte. Hein. Donc, en fait, c'est une vraie famille qui accueille des nouveaux. Hein. Et évidemment, les nouveaux nous apprennent beaucoup. Et donc, ils rentrent dans la famille Essilor. Alors, ce que reçoit une société qui rentre chez Essilor, c'est qu'elle rentre dans une université. Elle peut rentrer à Harvard. Quel que soit le problème technique, elle va trouver quelqu'un qui l'a résolu. Donc, en fait, l'aventure, je pense, ou l'expérience de quelqu'un qui est acquis, c'est bien sûr, il n'est plus dans le même système qu'avant, mais il rentre dans une famille, il rentre dans une université, et donc c'est un enrichissement pour lui. Je crois que c'est ça qui explique pourquoi ça s'est si bien passé. Une culture doit évoluer. Je pense que les grands empires qui ont marché, si vous voulez, c'est ceux qui étaient influencés par les pays dans lesquels ils rentraient. Hein. Et pour faire du durable, il faut quelque part que la personne qui est rentrée en joint venture apporte quelque chose à l'ensemble. Sinon, c'est une perte. Et si vous voulez, c'est là où la mondialisation est absolument extraordinaire. Quand vous êtes excellent dans votre particularité, c'est universel. Et donc, la maison Essilor est une maison qui est complètement globale, mais qui respecte, même qui cultive les spécificités. On se rend compte, quand on connaît bien les gens, que chaque personne humaine est géniale. Et pour moi, il y a un fond commun dans la personne humaine. Que vous soyez japonais, que vous soyez chinois, que vous soyez français ou américain, le fond de la personne humaine. Je pense que, pour moi, la différence est ce qui est richesse. Si on est pareil, on ne parle plus. Si on parle, c'est qu'on n'est pas pareil. Et donc, je crois que à mon avis, c'est le truc le plus important à cultiver dans les multinationales. C'est même pas le respect de la différence, c'est faire que la différence est une richesse de discussion, d'invention, de négoce. Vous voyez. Pour moi, j'ai expliqué sur la confiance, il faut que les gens aient confiance en eux. Donc il faut d'abord les aider à prendre confiance en eux. Et quand vous êtes dans une société qui est leader, eh bien, vous êtes obligé d'avoir de bonne confiance parce que vous avez en face de vous de bons concurrents. Et donc vous ne serez, si jamais vous perdez confiance en vous, ben, vous travaillez mal. Donc il faut apprendre aux gens à avoir confiance en eux, même si on est dans une situation de concurrence. Donc il y a tout un apprentissage des gens. Il faut leur dire vous êtes génial. Alors le truc c'est que chacun est un génie. Et donc on n'est pas du tout pareil, mais il faut aider chaque personne à prendre conscience dans son génie propre. C'est-à-dire qu'il faut d'abord qu'elle le découvre, il faut trouver le talent. Déjà, si vous n'êtes pas dans votre talent, ça ne va pas. Puis une fois que vous avez un talent, il faut l'aider à le développer. Il y a un deuxième truc, c'est confiance dans les collègues. Hein. Je crois qu'on travaille tous en équipe, et donc il faut apprendre à exceller, même si on ne contrôle pas tout. Il faut apprendre à chacun à dépendre des autres. Ça, c'est un élément absolument capital. Hein. Et puis troisième, il faut de bonnes stratégies. Parce que quand vous avez des gens intelligents, si la stratégie n'est pas bonne, ils sont les premiers à le savoir. Et tout l'édifice s'écroule. Donc, il faut aussi une bonne stratégie et il faut que les gens la comprennent. Hein, donc, il faut beaucoup de temps. Donc, moi, j'ai passé mon temps à faire des exposés sur la stratégie pour être sûr que tout le monde comprenait. Et en gros, personnellement, quand tout ça a été fait, je savais que l'affaire a marché. Vous ne pouvez juger les gens que sur la durée, si vous voulez. Hein. On connaît quelqu'un, il faut 3-4 ans pour connaître quelqu'un. C'est pas vrai qu'on le connaît en 5 minutes, c'est pas vrai. Il faut attendre d'avoir eu des difficultés pour reconnaître les gens. Donc la durée est très importante. Après, ce qu'il faut, pour moi, c'est leur donner des vraies responsabilités. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qui fait que quelqu'un progresse ? C'est quand on le met en situation de responsabilité. Hein. Et évidemment, ben, si ça marche, il faut le récompenser. Il n'y a pas de pire injustice que de ne pas récompenser quelqu'un qui a bien fait. C'est pire que tout. Quelqu'un qui a bien fait, qu'on ne récompense pas, c'est monstrueux. Bon, il faut récompenser. Il faut aussi réparer si on rate. Alors les gens disent beaucoup, il faut permettre l'erreur. Moi, je vais beaucoup plus loin. Je dis, il faut transformer l'erreur en apprentissage. Il faut que, quand il y a un échec, on explique et on comprenne l'échec pour ne pas le refaire. Hein. Mais pour qu'un échec ait été échec, il faut qu'il y ait une vraie responsabilité. Si vous dites, ah ben, c'est pas ma faute, c'est la faute de l'autre, c'est fichu. Donc il faut faire un système dans lequel
on explique, c'est pas cornériser les gens, c'est se mettre d'accord sur une vraie responsabilité. Et quand les gens savent que si ça marche bien, on récompense, et si ça marche pas, ils apprennent, vous changez tout, parce que les gens se mettent ils se mettent à inventer, ils deviennent créatifs, la personnalité se développe. Moi, je crois qu'il faut absolument des contre-pouvoirs. Bon, j'avais le contre-pouvoir du conseil aussi, hein. J'ai eu des administrateurs qui ont énormément compté pour moi, et qui m'appelaient en disant « Xavier, écoutez, je vous signale, moi je suis pas d'accord ». Ou « Attention, faites attention, je suis pas sûr ». Vous voyez, non, mais je pense que ça, c'est un petit conseil qu'on peut donner, c'est d'avoir autour de soi des gens libres qui disent ce qu'ils pensent. Et donc, c'est compliqué aussi parce qu'il faut qu'ils soient libres. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils aient leur identité, mais il faut la confiance. Parce qu'ils savent très bien que si on n'est pas d'accord, c'est pas ça qui va casser. Vous voyez, c'est tout. La confiance, c'est quand même la base de tout. Hein. C'est la clé de tout. Pour moi, c'est la clé de tout. Confiance dans des systèmes de concurrence. Confiance quand tout va bien, ça va. Confiance quand c'est un peu dangereux, c'est là que c'est bon. Et on est plutôt dans des périodes où, bon, si on vous écoute, on peut essayer de transmettre une partie de son savoir-faire. Moi, je vois dans nos autres conseils qu'Essilor, je pense que vis-à-vis des présidents, il y a une écoute énorme, parce que je me rends compte que l'expérience peut être utile dans les moments, les bons moments que le mauvais moment. Donc je pense qu'il y a une valeur à avoir autour du président des gens qui sont là, mais pas des gens de pouvoir, vous voyez, c'est des gens de service. Il faut des gens qui donnent des conseils. Alors, s'il y a un moment de pouvoir, faut éviter, il faut que ça reste dans les clous, si vous voulez. Mais la vraie aide qu'on peut faire, c'est le service, c'est l'écoute. Surtout que les gens, on ne veut pas leur job. On veut simplement que ça marche, vous voyez. Donc je pense que c'est les âges où il faut plutôt être en transmission, vous voyez. On est tout seul quand on est président. On est tout seul. On a le conseil, on a le management, le stock market, et il faut qu'il y ait des gens qui soient là pour dire on l'écoute. Et parfois, on peut discuter, ils peuvent parler 1h30, on ne dit rien. Mais ils ont vidé le sac. Ça, c'est important. Ils ont vidé le sac dans des gens qui écoutent et qui comprennent ce qu'ils disent.